Découvrez toute l'actualité running dans l'Iron Café. La rubrique actualité, chaque mois on vous révèle tout ce qui s'est passé sur la planète running afin qu'aucune information ne vous échappe. Fred, qu'est-ce que tu as observé ce mois-ci dans le monde de la course à pied ? On va parler compétition parce que aussi surprenant que cela puisse paraître, on commence à revoir certaines compétitions. Alors pas forcément en accès grand public, mais il y a deux, trois choses qui se passent. Donc on va parler course à pied sur la route et sur la piste. Ah ça fait plaisir. C'est vrai qu'on a traversé une période de vache maigre en matière de compétition et donc voir certaines compétitions, même si c'est qu'un début, reprendre, ça fait plaisir. Par quoi est-ce que tu veux commencer ? Parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de courses ces dernières semaines. Écoute, je vais aller sur la piste et je vais aller à Passé en Bretagne où était organisé un 10 000 mètres qui servait de support à la qualification pour la Coupe d'Europe de 10 000 mètres et pour les JO sur 10 000 mètres, les JO de Tokyo. Et en fait, cette compétition avait pour particularité de ne pas être réservée qu'aux athlètes de l'équipe de France et athlètes listés, parce que c'était le cas de l'ensemble des meetings qui ont eu lieu cet hiver. Et là, en fait, la Fédé avait négocié avec le ministère qu'une part d'athlètes non listés puissent prendre part à la compétition. Donc, en fait, il y avait une jauge, c'était un peu à la proportionnelle, si on peut dire. Il y avait 30% d'athlètes non listés qui pouvaient participer. Donc l'enjeu, évidemment, pour les organisateurs a été aussi de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'athlètes listés qui pouvaient venir, parce que 30%, si la base de calcul est plus grande, ça permet d'avoir plus d'athlètes. Et du coup, on a pu avoir deux séries pleines de 10 000 mètres. Alors chez les femmes, il y avait 16 participantes et chez les hommes 21. Donc ça a fait deux belles courses et ont pu être rajoutées des 3000 mètres, notamment pour les cadets et les cadettes, parce que les catégories jeunes ont été frappées de plein fouet, les plus jeunes catégories, notamment à partir de cadets, puisque à ce moment-là, on n'est pas encore sur liste ministérielle, parce qu'il faut attendre junior et espoir. Donc voilà. Donc il y a eu un 10 000 mètres. Alors je vais pas détailler les résultats, mais quand même, je vais souligner le très beau chrono de Mélodie Julien chez les femmes en 33,48. Mélodie qui est un grand espoir de l'athlétisme français, qui a commencé, alors ceux qui suivent l'athlétisme la connaissent évidemment, mais qui a commencé à faire émerger son nom au cours de l'année dernière et qui est toujours espoir. Elle est née en 99, elle est encore toute jeune et elle a l'avenir devant elle. Donc elle a signé vraiment un très beau chrono. Chez les hommes, on peut noter la victoire de François Barrère au terme d'un dernier 400 mètres de folie sous la minute. Vraiment, il y avait un trio de tête avec Yann Schroeb et Mehdi Frère, et il a déposé clairement tout le monde. Et chez les hommes, moi je voudrais souligner la très belle performance de Pierre Bordeaux, qui est également espoir et qui est, comme finalement son nom l'indique, sociétaire du Bordeaux Athlétisme. Donc c'est vraiment lui aussi un espoir de l'athlétisme français qui commence à afficher de très beaux chronos. Et en tout cas, félicitations à toutes et tous. J'ai pas cité tout le monde évidemment, mais vraiment à toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés à Passé, et félicitations surtout à l'équipe d'organisation de ce 10 000 mètres, qui est aussi l'équipe d'organisation des championnats de France du 10 000 mètres, et qui se sont proposés, et normalement c'est en 2022, d'accueillir la Coupe d'Europe de 2000 mètres. Donc la Coupe d'Europe 10 000 mètres sur piste devrait avoir lieu en France l'année prochaine. Effectivement, ça fait plaisir de voir des meetings s'organiser sur le territoire français, surtout qu'on a eu vraiment de très belles performances. Et d'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'athlétisme, sachez que la Diamond League, donc la compétition internationale, va reprendre le 23 mai prochain. Et chose qui est très très bien pour toutes celles et ceux qui veulent voir de l'athlétisme à la télévision, eh bien ce sera diffusé sur la chaîne L'Équipe en clair. Donc c'est quand même une information qui fait plaisir. Fred, sinon, ces dernières semaines, on a vu le retour
retour d'un cador du marathon, Eliud Kipchoge. Alors, il devait courir à Hambourg, mais finalement la ville a pas voulu accueillir cette compétition pour cause du coronavirus. Donc, je crois finalement qu'ils sont allés organiser ça du côté des Pays-Bas. Alors, on attendait, certaines personnes attendaient une performance, pourquoi pas un nouveau record du monde, d'autant plus qu'il était équipé de ces nouvelles chaussures, de nouvelles technologies. Alors, est-ce qu'on a eu des grosses performances du côté des Pays-Bas et du marathon? Bah, malheureusement, malheureusement non. Eliud Kipchoge a signé un chrono en 2h04, en 2h04:30 avec quasiment 2 minutes d'avance sur le second. Une course qu'il a fait seul sur un parcours en boucle sur un aéroport aux Pays-Bas à la frontière allemande. Donc les conditions n'étaient pas forcément réunies pour une grosse perf chronométrique. Mais voilà, en tout cas, lui, je pense, se rassure après, entre guillemets, son échec à Londres et ses 2h06. En même temps, est-ce qu'il n'en a pas gardé un peu sous la semelle parce que le marathon de Tokyo, c'est quand même dans un peu plus de 3 mois, mais donc c'est assez proche. Donc, est-ce qu'il a un peu gardé de jus? Est-ce que finalement l'idée de ce marathon c'était d'avoir ce temps-là? Enfin voilà, on n'en sait pas trop. On voit bien que même si les chaussures apportent un plus, elles ne font pas tout non plus. Et puis l'absence de densité, l'absence de public joue aussi également énormément sur la performance. Donc à un moment difficile aussi de sortir les très très gros chronos dans ce type de situation. Encore plus quand les distances deviennent aussi longues. En même temps, il y en a qui, dans ces conditions particulières, ont aussi tapé des gros chronos. Donc voilà, c'est la performance, c'est toujours un ensemble de paramètres. Voilà, donc il faut pas réduire le facteur de performance à un seul paramètre. Là, il avait un des facteurs, il avait la forme, il avait les chaussures, mais il avait pas le reste. Donc il fait un 2h04 qui le positionne quand même bien sur les coureurs actuels. Fred, on a vu également une course sur route se dérouler en France puisque l'équipementier ASICS a organisé une compétition dans le parc Le Bois Audin à Morton. L'idée était simple, c'était de faire battre les records personnels des coureurs sur 5 et 10 km avec pourquoi pas l'ambition de battre le record d'Europe aussi sur cette distance. Il y avait Julien Wanders qui était présent notamment pour ça. C'était une opération marketing aussi pour promouvoir les nouvelles chaussures ASICS équipées de lames de carbone. Alors, est-ce que la performance, peut-être on a vu plus de performance sur cette course-là, est-ce que ça a été au rendez-vous? Alors, je dirais oui et non. Globalement, on nous annonçait déjà un record d'Europe, en tout cas une tentative de record d'Europe. Alors par un athlète qui a la double nationalité, Julien Wanders, mais qui lui représente la Suisse, donc on ne le présentera pas comme français. C'est pas pour lui faire insulte, mais voilà. Visiblement, Julien Wanders sortait tout juste d'une pneumonie, donc il était évidemment hors de condition pour réaliser un tel exploit. Félix Bourg a signé un très beau 13:34. Donc félicitations à Félix qui a changé de club cette année. Après, on n'a pas eu les records escomptés. On a Sharik Abderrazak et Johan Durand qui ont failli descendre sous les 29 puisqu'ils finissent tous les deux en 29,01, ce qui reste quand même des belles performances. Mais voilà, on n'a pas forcément eu les personal best qu'on nous a annoncé en tous sens. On a quand même sur le 5 km, il y avait un 5 km et un 10 km, une très belle course de la Suédoise Sara Lahti. Qui signe son record personnel en 15,22. Donc voilà, c'est pareil, on voit bien que les conditions, au-delà de l'équipement, puisque tous les athlètes étaient évidemment chaussés de la nouvelle perle ASICS qui est présentée comme étant terriblement redoutable sur les très hautes intensités. Voilà, ça aide, mais ça ne suffit pas non plus. Donc voilà, ça ne fait que confirmer ce qu'on dit, que la performance, ça reste un ensemble de facteurs. Et voilà, mais c'est une initiative qui était plutôt intéressante, qui en plus avait lieu en France, parce qu'en fait c'était la team ASICS Europe qui était quand même réunie,
et ils avaient choisi la France, donc on peut faire un petit cocorico en même temps. Et oui, Cocorico, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir ce type de compétition organisée en France, donc on peut être fier de ça. Après, effectivement, peut-être que on a souffert d'un manque de densité puisque cette course était réservée uniquement aux athlètes ASICS, et donc peut-être qu'on aurait pu optimiser encore la performance s'il y avait eu un plateau peut-être un peu plus important. On peut effectivement après souligner la performance de Johan Durand qui est en pleine prépa marathon puisque lui, il va courir le 16 mai prochain le marathon de Milan qui, à l'heure où on enregistre en tout cas cet épisode, est encore programmé. Donc voilà, il va avoir pour objectif de battre son record qui est de 2h14 sur marathon. Je pense qu'il a largement les capacités et le talent pour battre cette performance-là. Donc on lui souhaite vraiment de réussir. Il était à quelques secondes de son record sur 10 km lors de l'événement ASICS. Donc à mon avis, voilà, il est bien parti et on lui souhaite bonne chance pour cette course-là. En tout cas, on lui souhaite de battre son record, hein, comme on le souhaite à chaque athlète à chaque fois qu'il s'aligne sur une course, hein. Évidemment, et encore plus quand c'est un athlète tricolore et qu'en plus on a eu la chance de recevoir. Mais voilà, est-ce que les circonstances de course, parce que tu le disais, hein, sur l'ensemble de ces courses, il manquait peut-être un peu de densité. Et le fait que lorsque tu as un manque de densité, tu peux vite te retrouver isolé. Si tu te retrouves isolé sur un parcours sans public, un parcours en boucle qu'il faut savoir gérer un peu avec la monotonie que cela entraîne, c'est pas forcément des plus évidents, mais Johan a un gros mental, donc voilà, on lui fait confiance et on est à fond derrière lui. Et à notre connaissance, alors on dit à notre connaissance, hein, parce qu'on peut se tromper, mais c'est le seul Français engagé sur ce marathon. Effectivement, on a posé la question d'ailleurs à Johan pour savoir si d'autres Français seraient au départ du marathon de Milan, et à sa connaissance en tout cas, il nous a répondu que il pense que c'est le seul Français. Donc on suivra ça quand même de près et on manquera pas de vous tenir informé des résultats. Fred, écoute, je te propose qu'on accueille Manu maintenant du site OneRun. Il va nous présenter une sélection d'articles dédiés à la récupération, ce qu'on l'a dit dans l'émission tout à l'heure, notamment avec l'âge, la récupération est un élément extrêmement important si on veut durer dans le temps et continuer à être performant. Manu, est-ce que tu nous entends? Est-ce que ça va bien? Écoute, ça va très bien. Je suis content d'avoir encore été invité. C'est un vrai plaisir toujours de discuter avec vous. Je t'en prie, c'est un plaisir de te recevoir, d'autant plus que tu es un vrai puits de connaissances en matière d'équipement running. Donc tu es toujours la bienvenue ici, Manu, sache-le. Écoute, heureux de participer à ce podcast, hein. Alors a priori, je ne sais pas pourquoi j'ai été invité, puisque ça parle du déclin des performances après 30 ans. Je ne sais pas si je dois interpréter cette invitation comme un signe de mon propre déclin, mais j'estime que j'ai jamais été performant, donc je le prends pas mal. En tout cas, en écoutant Momo sur le podcast, je suis rassuré sur mon avenir. Je me dis que peut-être un jour, je ferai un résultat en V4 ou en V5, on ne sait jamais. L'important, c'est de toujours s'accrocher, de toujours y croire. Mais oui, Manu, il faut toujours y croire. Je suis un peu comme Fred, hein, je suis un peu avancé en âge, et donc j'ai souvent des réveils difficiles où je me promets de plus jamais faire la séance d'entraînement de la veille. Donc je suis vraiment particulièrement attentif. Je ne sais pas du tout de quoi parle Manu, parce que je crois pas être si avancé en âge que ça. En tout cas, mes réveils sont pas difficiles, hein. Bon écoute, tant mieux, tu verras. Moi il y a un âge quand même où on sent que les articulations c'est un peu plus difficile. Donc en tout cas, moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est matériel de récupération, et c'est vrai que c'est des produits qui évoluent énormément en ce moment. Donc il y a beaucoup de choses disponibles. Donc c'est vraiment quelque chose c'est un milieu qui est très intéressant et très dynamique en ce moment. Donc c'est vrai que la récupération, c'est super important pour être plus performant, hein. Fred me dira pas le contraire. Donc je vous ai fait une petite sélection des appareils électroniques qui vont vous permettre de vous sentir un petit peu plus jeune. Alors, je vais commencer par un produit qui est disponible depuis 2 ans. On va dire que ça commence à venir sur les étagères des revendeurs. C'est le pistolet de massage. Donc, ça ressemble un peu à une perceuse à percussion. Mes enfants appellent ça le marteau-piqueur. C'est un embout qui vibre à une certaine vitesse, hein. Donc là, en fonction des modèles, vous allez avoir des percussions qui sont faites en hertz. Donc un hertz, c'est un battement par seconde. Donc là, vous allez monter à ça va faire quelque chose comme 1000 à 3000 coups par minute. Et vous avez différents types d'embouts
que vous allez mettre au bout de la perceuse et qui vont permettre de masser et de faire vibrer le muscle. Donc, par rapport à l'électrostimulation que j'avais évoquée dans un podcast précédent, il y a vraiment avec ce pistolet de massage, il y a vraiment un côté très facile, c'est-à-dire que on le chope, il n'y a pas d'électrode à coller, on le chope, on le met en route, on fait ses réglages de fréquence et puis on le passe, on fait des allers-retours dans la longueur du muscle. Hein, faut pas passer en largeur, mais bien vraiment suivre la fibre du muscle. Donc ça, il y a pas mal de modèles. Je peux en citer quelques-uns. Il y a le Hypervolt d'Hyperice, le TerraGun de TerraBody et le Fix de Compex. On a des prix qui commencent à peu près 199 €. Dans le même esprit, vous avez des rouleaux et des sphères de massage. Donc le principe est le même. C'est un peu comme il y avait des rouleaux de massage mais qui étaient fixes, on va dire. Là, vraiment, on a des rouleaux de massage qui, en plus, vibrent. Donc, toujours avec le système d'une vitesse de vibration plus ou moins élevée. Donc là, l'exemple typique, le rouleau, je vais le coincer entre mon ischio et le sol, et puis je vais faire rouler le muscle sur le cylindre. Et pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus localisé, là on peut utiliser une sphère. Donc là on aura le bout de la sphère qui va être en contact avec le muscle. Donc ça va vibrer et puis ça va accélérer la circulation sanguine et donc détendre le muscle. Alors, je connaissais pas du tout ces rouleaux auto-vibrants, je vais appeler ça comme ça, hein. Et je trouve que c'est vraiment top, parce que déjà les rouleaux, les foam rolls comme on dit dans certains milieux sont vraiment très utiles pour l'automassage. Et en plus ils ont cette capacité à activer une vibration en plus, parce que des fois on est dans des positions qui sont pas forcément faciles à tenir et le faire rouler est pas toujours très 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 easy. Je trouve que c'est un sacré plus. Je connaissais pas du tout, donc moi déjà je te remercie pour cette découverte personnelle, Manu. Voilà, donc c'est exactement ça. On combine le massage classique qu'on peut faire effectivement avec un foam roll, avec en plus des vibrations. Donc ça va vraiment amplifier la récupération. Donc là, c'est beaucoup plus accessible puisqu'on trouve des modèles à partir de 79 €. Vous retrouverez une sélection dans la catégorie récupération sur iron.fr. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est du gadget ou est-ce que c'est sérieux? Non, il y a vraiment des études scientifiques. J'ai trouvé une étude justement sur une comparaison. Alors c'est toujours difficile, c'est pas aussi simple de faire une étude que de tester un médicament, puisque vous savez qu'un médicament, en fait, on prend le placebo et puis le médicament standard, et finalement l'utilisateur du médicament, il voit très bien la différence. Il voit pas la différence entre les deux. Là, les études, elles font 3 types de tests de récupération. Un massage par un kiné, une utilisation des vibrations, et puis aucun des deux. Et donc, ça permet de comparer les 3 types de récupération. Alors forcément, la personne qui est dans le groupe massé par le kiné, il va bien voir que il n'utilise pas un dispositif électronique. Donc, il y a toujours l'effet. On peut toujours se poser la question sur l'effet placebo sur ce type d'étude. Mais en tout cas, j'ai lu une étude, donc c'était sur un biceps, et effectivement, il y a vraiment un gain qui est mesuré donc par rapport aux courbatures le lendemain d'une séance avec ou sans massage, et les résultats sont positifs. Donc, bon. Après, comme je le dis souvent, moi, le test que je fais quand je teste ce type de dispositif, c'est je fais une grosse séance de fractionné et puis j'utilise le dispositif uniquement sur une des 2 jambes. Et vous voyez bien le lendemain si il y a une jambe qui est mieux que l'autre. Et vraiment, c'est assez bluffant. Et alors, la toute dernière nouveauté du secteur, c'est les bottes de massage. C'est un produit qui existait déjà. Vous avez sûrement dû le voir dans des reportages, dans des magazines de sport, ou bien souvent, on voyait ça dans les interviews après les étapes du Tour de France. C'est des grosses bottes qu'on met après l'effort.
Et donc maintenant, ça commence à devenir des produits un peu plus grand public, même si c'est encore des produits assez coûteux. Donc en fait, vous enfilez 2 grandes bottes et puis vous allez avoir des points de pression qui vont monter plus ou moins le long de la jambe. Donc c'est vraiment, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois et c'est vraiment assez bluffant. Donc voilà, maintenant c'est plus destiné aux professionnels et maintenant ça commence à être accessible à tout le monde. C'est très efficace que le principe de ces bottes, c'est ce qu'on pourra trouver communément sous le nom de pressothérapie. En fait, l'idée c'est d'avoir un effet drainant au niveau musculaire. Alors souvent les appareils ont 2 options, une option massage et une option circulation, donc drainage. C'est souvent la circulation, l'option drainage qu'on utilisera et c'est vraiment efficace en fait. Effectivement, comme tu le rappelles bien, hein, l'idée entre guillemets, alors je mets bien des guillemets parce que les spécialistes vont hurler, mais évidemment c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est de faire remonter les déchets via le sang en aidant la circulation sanguine avec une forte pression afin d'éliminer, en fait on les élimine pas, on resynthétise ces déchets, on les recycle entre guillemets. Merci beaucoup Manu pour cette sélection. Merci Fred pour les précisions. Évidemment, vous pouvez retrouver tous ces articles au meilleur prix et livrés en 24 heures chez vous sur le site iron.fr et on vous mettra sur le site Dans la tête d'un coureur toutes ces recommandations. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur notre site internet. C'est passionnant la récupération et d'ailleurs, on vous réservera un épisode dédié sur cette thématique-là dans les prochains mois, peut-être dans la prochaine saison, qui sait, puisque on n'a pas encore vraiment abordé ce sujet de la récupération en profondeur. Il y a pas mal d'études qui sont en cours, notamment avec ces tout nouveaux outils qui sont disponibles maintenant auprès du grand public. Donc on attend aussi d'avoir des éléments plus factuels à vous communiquer, donc un petit peu de patience. Mais je suis sûr que Fred a énormément de choses à nous dire sur ça. En tout cas, c'est un sujet qu'il affectionne. Donc on le traitera, soyez rassurés. Alors c'est vraiment un secteur qui, on va dire, c'est démocratisé avec un ensemble de produits qui sont un peu plus accessibles. Quand je dis un peu plus accessible, c'est notamment financièrement parlant. Et parallèlement, les athlètes, quel que soit leur niveau, ont compris que ça faisait partie intégrante de la performance, quel que soit le niveau de performance qu'on souhaite. Et du coup, il y a un investissement. Il y a un investissement plus important sur ce secteur-là et moi je pense que c'est une très bonne chose et comme tu le dis Guillaume, on aura l'occasion d'y revenir dans le détail pour aussi faire un peu le tri entre ce qui est réellement et on va dire scientifiquement prouvé efficace, ce qui relève plus alors peut-être pas un effet placebo ou un effet très personnel parce qu'on réagit tous de manière très différente aux différentes technologies, mais voilà, c'est un secteur en pleine expansion et je pense que c'est plutôt une bonne chose, moi. Encore merci infiniment, messieurs. Manu, on se donne rendez-vous au prochain Iron Café et Fred, rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite. À très vite, à bientôt. Salut, à bientôt. Cette émission vous a été proposée par iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.